Bonjour et bienvenue, mes chers amis, une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers sa perfection. Nous construisons l'humanité idéale pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin. Et maintenant, on voit qu'on est qu'on a à notre horizon un fonctionnement universel, par exemple, avec l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc. Tout un tas d'organisations mondiales sont construites déjà, les structures sont là. Ça ne fonctionne pas très bien, ça, j'en conviens, il n'y a pas de problème, mais les choses s'améliorent. Les avions, en 1900, ne fonctionnaient pas comme les avions d'aujourd'hui. Il a fallu un siècle pour les rendre quasiment parfaits, pas loin, quoi. Voilà, donc là, c'est la même chose pour ce genre de choses. Donc, nous construisons cet état de perfection pour nos futurs descendants. Et puis, on voit bien que c'est la première fois où on connaît l'ensemble de la population qui compose l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois. C'est au XXe, XXIe siècle. Au XIXe siècle, il y avait encore des tas de groupes humains dont nous ignorions la présence, par exemple. Et puis maintenant, on a créé des structures pour communiquer avec les réseaux sociaux entre nations, entre continents, enfin bref. On a une vision du village planétaire qui commence à se développer et dans 100 ans, l'universalisation sera peut-être réalisée, ou peut-être 150 ans, peut-être 200 ans, peu importe. En tout cas, c'est notre but. Et donc, nous construisons sans le savoir, en fait, c'est ma thèse, nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Et en fait, on construit donc un monde idéal. Et là, pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des audios de philosophie que j'écoute sur France Culture bien souvent. Une émission qui s'appelle aujourd'hui Avec Philosophie. Avant, c'était, je me souviens plus exactement l'intitulé, mais c'était à peu près pareil. Et là, il y avait une série qui était consacrée à Platon, La République. C'est l'épisode 2 sur 8. Il y a 8 épisodes, et là, c'est le 2e. Et la partie qu'on va reprendre, là, je vais lancer l'écoute, et puis après, je commente en fonction j'essaye d'éclairer ma théorie grâce à ce travail-là. Et là, on en est à la proposition de Platon, de Socrate, d'une société, d'une cité idéale. Et la cité idéale, il a démontré telle qu'elle était. Il y avait de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, etc., de quoi être tranquille, de quoi être en paix, et dans la modération. Alors, il y a la modération, il y a le bonheur. Voilà, c'est la société heureuse qui est possible. Et donc, les contradicteurs de Socrate lui disent que c'est une société de cochons, en fait, c'est comme si tu élevais des cochons. Ils ont plus besoin d'intelligence, ils sont là, ils sont nourris, ils ont juste à jouir de l'existence. Parce que ça va, évidemment, et c'est une réflexion tout à fait logique de penser comme ça. C'est comme aujourd'hui, si on pense cette société idéale dont je parle, de l'humanité qui a atteint sa perfection, elle ne peut pas nous concerner, nous embêterions dans un type de société comme ça. Il faut que l'esprit soit adapté à ce type de situation.
à ce type de société. C'est ce qui se passera dans le futur. Quand l'humanité aura atteint sa perfection, les esprits auront atteint la faculté d'aimer cet état de sérénité où il n'y a plus de violence, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il faut bien comprendre que la société doit s'adapter à ça. Donc, je relance cet épisode et Mais le cochon, c'est notre âne, si vous voulez. Voilà, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que pour Glaucon, cette cité-là, c'est la cité, comment dire, Glaucon est à l'opposé de Socrate. C'est une cité sans culture. C'est une cité sans tout ce qui fait le sel. Je reprends la métaphore de la vie. Par rapport à la cité idéale dont parle Socrate. Donc là, Glaucon critique ça, il dit il y a plus de sel de la vie, il manque tout un tas de choses. Le théâtre, les épices, les parfums, les arts, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la survie. Exactement. Voilà. Et on voit bien que pour Socrate, ça ne pose pas de problème. Et pourquoi cette cité-là. D'ailleurs, après, il va l'appeler la cité saine. Parce que il est arrivé, il a compris il a atteint l'extase. Parce que cet état d'une cité, cette cité idéale ou cette humanité parfaite dont je parle, c'est une société qui a atteint l'extase, qui a atteint la contemplation, l'état de béatitude, l'état où en fait il y a une jubilation mais extraordinaire. Il n'y a pas un plaisir, un bonheur qui équivaut l'état d'extase. Une heure d'extase, il n'y a pas d'équivalent. La sexualité à côté, c'est de la gnognotte. Les gueuletons, les bons repas, les repas chez un chef étoilé, à côté, ça a aucune saveur. Dans un état d'extase, un morceau de fromage avec un peu de pain et d'huile, d'olive, c'est jubilatoire. Donc c'est un autre monde complètement dont parle Socrate, parce qu'à mon sens il a expérimenté l'extase et donc il a compris que dans le dénuement, dans la simplicité, dans le rien, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a vécu en réalité. Et donc dans cet état-là, il y a le bonheur et là derrière quoi. Je vais y revenir dans un instant quand je vous réponds sur la modération. Et donc voilà, pour Socrate, très clairement, cette cité est une cité qui répond aux besoins fondamentaux qui sont les nôtres et dans laquelle il n'y a rien que du bonheur. Et pourquoi il y a du bonheur? Parce que c'est une cité de la modération. La modération revient très souvent, comme vous l'avez remarqué. Elle revient dans la modération des désirs qu'on peut avoir. Elle revient dans la modération qu'on peut avoir même dans la procréation. Ils auront une progéniture modérée. Donc c'est une cité qui n'enfle pas. C'est une cité qui reste dans des limites. C'est une cité qui sera de taille modérée, où les désirs seront modérés, où les choix et les possibilités des individus seront modérés, etc. Et ça, pour Socrate, Et on voit qu'on est loin de cette société-là, bien sûr. Mais parce que pour l'instant, on a besoin d'être dans cet excès, l'excès que nous amène le néolibéralisme, le capitalisme depuis 2 siècles, le néolibéralisme depuis 40 ans. Cet excès, ce côté, ce goût immodéré, les VIP, le luxe, il faut avoir une Rolex à 40 ans, etc. Toutes ces valeurs qui sont complètement, qui correspondent à quelque chose, eh ben, elles stimulent l'orgueil, elle stimule l'ambition, elle stimule les désirs, elle stimule, etc. Et donc on construit encore plus vite l'humanité en somme. C'est une façon de construire encore plus vite, attiré par les pulsions. Ça donne pas une société une construction idéale, c'est une construction complètement instinctive qui se déroule. Mais c'est comme ça que l'humanité, c'est le passage par lequel doit passer l'humanité. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais on rectifiera et on viendra dans la société dont parle, et la modération, elle nous pend au nez, elle est devant nous, la modération. Et quand un chef d'État dit, c'est fini
la profusion, ben, il a raison, c'est clair que, sauf que on doit atterrir en douceur, c'est quelque chose qui se fait lentement, mais c'est ça, on va vers cet état de modération. Ça, pour Socrate, c'est une cité saine. Pour Glaucon, c'est pas le cas. Ce texte qu'on a entendu et cette réaction de Glaucon, elle fait partie de ce que je vous décrivais tout à l'heure comme ces sortes de tournants dans la République. Vous voyez, Socrate va dans une direction et là il y a un interlocuteur qui lui dit non mais non, ça c'est inacceptable. Nous on veut autre chose. Bah là on a le deuxième. On avait le premier au début du livre 2. Là on a le deuxième qui est que Glaucon ne veut pas qu'on lui parle de cette cité-là. Alors pourquoi Platon met-il cela en scène? Pourquoi Platon dramatise ce changement? Il y a plein de réponses qui sont apportées à ça, plein de réponses contradictoires. Non, mais il n'y a pas de contradiction. Il y en a, à mon sens, il y en a qu'une. C'est un peu orgueilleux ce que je dis. Mais il y en a qu'une, mais c'est parce que c'est insupportable pour le présent. Socrate parle d'une société future. Pour le présent, c'est pas possible pour quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est que l'extase, ce que c'est que cet état de contemplation, qui n'a pas expérimenté cet état-là. Donc il ne peut pas trouver de l'intérêt à une société de modération. C'est pas possible. Voilà. Et aujourd'hui, si on demandait à l'ensemble français si la modération, ce type de modération dont parle Socrate, c'est-à-dire manger frugalement, si ça intéresserait, mais ça intéresserait 5% de la population. Globalement, la majorité s'embêterait dans ce type de société. Plein de réponses contradictoires, plein de réponses mystérieuses. Imaginons, par exemple, on pourrait très bien dire que la cité de Socrate, la première cité de Socrate, c'est la véritable cité utopique de la République. Certains le soutiennent. On pourrait dire autrement, ou alternativement, que Platon met en scène ce tournant dramatique pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que la cité dont on va parler est une cité autre que saine, c'est-à-dire malade. Et c'est exactement ce que Socrate dit en réponse à Glaucon dans les lignes qui suivent le passage qu'on vient d'entendre. Il lui dit très bien, Glaucon, j'ai compris. En fait, ce que tu ne veux pas qu'on parle d'une cité saine, tu veux qu'on parle d'une cité enfiévrée, d'une cité malade, c'est-à-dire une cité de luxe, voilà, qui a plus que le nécessaire. Si le luxe commence dès la culture, c'est une conception assez dure du luxe. Oui, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'était celle de Socrate. Mais l'extase se passe de la culture, évidemment. C'est tellement, comment dire, il y a tellement de possibilités d'interprétation. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que donc Adèle Van Dreit, elle ne peut pas comprendre, mais si on fait pas l'expérience de l'extase, on ne peut pas comprendre ce qui est proposé par Socrate dans cette idée de modération. On peut pas comprendre l'épicurisme selon Épicure, la modération selon Épicure. On peut pas comprendre les stoïciens, on peut pas comprendre, etc. On peut pas comprendre les épicuriens dans ce sens. C'est pas possible. On peut pas comprendre Diogène le cynique. Si on fait pas l'expérience de ce que c'est que l'ultra-modération, c'est impossible de le comprendre, cette chose-là. Et là, elle démontre, et ça, quand j'ai parlé de cette humanité vers laquelle nous allons, et qui correspond dans certaines lignes à ce dont parle de la société idéale, dont parle Socrate, qui est la société parfaite par rapport à la société malade que nous connaissons. Nous sommes dans une société malade, mais c'est ce que nous voulons. C'est important de passer par cette société malade. C'est cette société malade qui construit l'humanité, qui construit la perfection, la société idéale de nos futurs descendants. Donc, si vous voulez, sur cette première cité de Socrate, que on pourrait passer une émission entière là-dessus. Mais en tout cas, l'intérêt de notre point de vue à nous, lecteurs de la République, c'est de comprendre que la cité dont on va partir maintenant est une cité que Socrate considère comme malade et dont il va, dans les restes des livres de la République, nous décrire le traitement.
Oui, ce qui fait un peu peur, hein, dit comme ça. Oui, mais c'était effectivement un peu eugéniste. Mais, ça, mais bien sûr, mais c'est ça le truc, c'est que évidemment, si on pense que il faut soigner la société de façon draconienne, il faut passer dans l'extase comme un cheval au galop, évidemment, c'est eugéniste, c'est dictatorial. Et c'est clair que ça a été le problème justement du communisme, de vouloir amener cette société idéale par la force. On ne peut pas, ça marche pas comme ça. L'humanité, elle a un rythme d'évolution. Et donc l'égalité, oui, ça existera, on arrivera à l'égalité parfaite entre les individus, mais il faudra peut-être 100, 200, 300 ans pour atteindre cet état-là. C'est tout. Et c'est juste ça qu'il faut tenir compte. Et c'est fondamental d'avoir, et c'est pour ça que là, je pense que je vais transcrire toute cette, parce que pour moi les vidéos les plus importantes, elles seront derrière ce Platon, la République. Il va y en avoir un paquet de vidéos là parce qu'on n'en est qu'à l'épisode 2, on va à l'épisode 8 et dans chaque vidéo il y en a 4 à peu près pour bloquer les 50 minutes de... C'est un peu eugéniste. Mais ça, on y reviendra après-demain notamment. Oui. Est-ce qu'il faut se dire que la cité que Platon a en tête, qu'il critique, est la cité athénienne de son époque? Alors, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt en fait dramatique de ce tournant, de cette mise en scène, c'est évidemment pour Platon de proposer une alternative à Athènes. Et en fait, de nous parler des cités telles qu'elles sont. Et c'est exactement ce que Socrate lui dit. Il dit à Glaucon ensuite, tu as raison, en fait, c'est plutôt une bonne idée. Comme ça, on verra beaucoup mieux l'injustice. Et puis, corrélativement, la justice. Ce qui pose tout un tas de problèmes, d'ailleurs. Oui, mais il a posé la société idéale. Il a fait son boulot. C'était, voilà, la société parfaite, la société en bonne santé, c'est celle-ci. C'est une société qui est sortie du luxe, du gaspillage, de la violence, de la guerre, de tout ça. Là, c'est une société malade, c'est clair. Et il a donc dit son truc. Après, qui viennent pour soigner la société, et pour l'éclairer telle qu'elle est, la société. C'est ce que je fais avec la mécanique universelle. Je démontre que la société, là, elle est malade, c'est clair. Sauf que comme je connaissais pas la République, j'en parle d'une autre manière. Je parle pas d'une société malade, mais voilà, d'une société qui est dans l'hubris, qui dépasse, qui n'est pas dans sa... Un tas de problèmes d'ailleurs. Qu'aurait été l'injustice dans la cité de Socrate? Bon, on peut s'interroger. Mais toujours est-il que donc bien sûr, ça fait ce tournant dramatique met Athènes sur le devant de la scène, puisque la cité qu'on va construire et qu'on va purger, au sens dont on va purger les humeurs, si vous voulez, dont on va purger la fièvre, ressemble à une cité réelle, Athènes, comme Athènes. Alors comment elle va naître cette cité? Puisqu'on va enfler les besoins, on va enfler on va multiplier les fonctions et les arts dont l'objectif, le but est de répondre à ces besoins. Par exemple, on va avoir des arts, on va avoir des onguents, on va avoir des parfums, on va avoir des épices, voilà. Ça implique des marchands, ça implique des bateaux, ça implique de la géopolitique. Mais si on doit avoir de plus en plus de besoins, il va falloir qu'on empiète sur le territoire des cités avoisinantes. Mais ça implique de la guerre. Mais ça implique de la guerre, ça implique donc des soldats. Mais si ça implique des soldats, ça implique des armes, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez et la cité comme... Et où on en est là, c'est exactement ça. Et là, on est exactement dans ce truc. C'est pour ça que c'est une pure merveille d'être tombé sur la République de Platon. C'est pas pour rien les choses qui arrivent ou sur lesquelles je dois travailler. À chaque fois, il y a un sens incroyable derrière. Et là, on voit bien que c'est ça, avec Trump qui veut annexer le Groenland,
le truc, c'est juste parce qu'il est en combat avec la Chine et qu'il veut, voilà, il veut avoir le plus de pions possible. Et évidemment, ça engendre ce type de pensée. Et occuper le territoire de l'autre, c'est toute la mécanique de la logique de l'hubris, en réalité, dans tout ça. Et donc, on doit passer par cette étape, elle est monstrueuse, mais on doit passer par cette étape pour arriver à ce qu'à la fin, on va être épuisé de guerre, de violence, de trucs comme ça, et on va dire, bon, c'est bon, on a compris, c'est pas le bon truc, on va justement dans la modération, on va dans la paix, on va dans l'universalité, on arrête nos conneries, c'est terminé, c'est bon, on a compris. Voilà comment se terminera. Et la cité, comme ça, dans ces pages de la République, qui sont extraordinaires, hein, grossit, enfle. Donc c'est aussi une cité enflée au sens, je dirais, presque concret du terme. Hein. Mais bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est Socrate la voit comme malade parce qu'elle enfle. Mais comment elle est la société américaine et la société occidentale obèse d'une certaine manière. C'est hallucinant, quoi. Ça correspond complètement à cette démesure, à cette maladie, quoi. C'est une société malade. Et ça, on serait malade de la considérer comme en bonne santé. C'est totalement faux. Simplement, qu'elle soit nécessaire pour évoluer, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il faut aussi la regarder comme malade si on veut vraiment faire évoluer les choses. Et c'est d'ailleurs ce que l'humanité commence à faire. Elle commence à voir que on est malade, on pollue on abîme notre propre planète, on maltraite les animaux, on maltraite, etc., etc. On se maltraite nous-mêmes. Le stress nous engendre des maladies, etc., etc. On commence à prendre complètement conscience de tout ça. Mais on rentre dans l'ère de Socrate qui veut éclairer cette société. C'est la première fois. Au fond, Socrate est assez stoïcien, là, dans cette... En tout cas, il a limiter l'existence à la satisfaction de ses besoins premiers. Oui, il y a quelque part. En tout cas, il y a une réflexion puissante de Socrate sur la question de l'autarcie. Ouais. Effectivement. Et donc, du fait que, une forme de communauté possible, disons les choses comme ça, pourrait être celle qui répond à nos besoins. Alors, là, je vais ouvrir disons, une possibilité d'interprétation. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la philosophie est possible dans la cité de Socrate ? Elle est inutile, elle ne correspond à aucun besoin vital, en tout cas. Non, bien sûr. Peut-être. Bien sûr, mais évidemment que dans la société une société qui a atteint cet état de perfection, elle a plus besoin de philosophie, mais elle a plus besoin elle est arrivée à son terme, en somme. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est autre chose, ça. On ne peut pas encore comprendre pourquoi l'humanité va vers ce point qui est peut-être même un point d'extinction. C'est très possible que ça soit ça. Mais pour quelles raisons nous évoluons dans ce sens et pourquoi on doit aller toucher ce Graal? La question est là. Mais ça, on l'a compris dès le début de l'émission, que Socrate, de toute façon, ne philosophait que sous la contrainte, et que c'est pas quelque chose... Mais vous voyez que du point de vue de Platon, si on se demande, si on se dit, est-ce que Platon pensait qu'il fallait revenir à la cité que Glaucon appelle la cité des cochons, on voit tout de suite que la réponse est quand même demande de la précaution. Est-ce que la philosophie est possible? Est-ce que ce que Platon considère comme la chose la plus importante au monde, à savoir de faire de la philosophie, de penser, réfléchir, est-ce qu'il y aura une utilité à ça? Peut-être, peut-être pas. Hein. Les interprètes, on a des avis divergents là-dessus. Mais en tout cas, force est de constater que c'est dans la cité idéale de la République, qui est censée être un remède aux maux des cités telles qu'elles sont, c'est-à-dire la cité telle que Glaucon l'appelle, c'est là où la philosophie sera une partie du remède. Donc, c'est-à-dire que dans les livres suivants, on va entendre Platon nous décrire, enfin Socrate nous décrire ce que devrait être une cité idéale. Oui. C'est-à-dire que Annoncez-nous un peu la suite. Alors, justement, une fois qu'on a accepté que la cité va gonfler, très bien, et que donc il y aura plein de choses inutiles, il va falloir, comme je le disais, des armées, tout un ensemble de fonctions, des marchands, voilà, tout un ensemble de fonctions qu'on pourrait juger inutiles, hein, enfin que le Socrate pourrait juger inutiles. À partir de ce moment-là, effectivement, la question va être de tenir la cité dans certaines limites.
Parce que forcément, une communauté politique, c'est circonscrit. Sinon, la chose se désagrège, si vous voulez. L'introduction de la limite, et donc encore d'une forme de modération, va se faire par l'introduction par Socrate de cette catégorie ou cette fonction qu'on appelle les gardiens. Voilà. Les gardiens de la République. Voilà, des gardiens de la République, si vous voulez, en tout cas des gardiens de la cité, qui vont être amenés à limiter les désirs de cette cité. Alors, je précise que vous allez voir ça se développer au fur et à mesure des émissions, c'est-à-dire que la cité idéale de Platon est ce qu'on appelle trifonctionnelle. C'est-à-dire que Platon hérite d'un motif dont on a montré qu'il était indo-européen, donc il est dans plein de cultures indo-européennes. Le motif de la trifonctionnalité, c'est de comprendre la structuration sociale à travers 3 fonctions. La première est gouverner, la deuxième est la fonction militaire, et la troisième est la fonction productive. Donc ça, c'est la trifonctionnalité. Le peuple, et c'est un schéma, effectivement, que Platon lui-même, mais comme plein d'autres auteurs d'époques différentes d'ailleurs, faire fonctionner pour structurer sa cité idéale. Cité idéale qui sera effectivement le remède ou la cité bien structurée si on part des prémices de Glaucon. C'est-à-dire qu'on veut... on veut une cité dans laquelle on puisse vivre une vie de débauche. Je dirais pas forcément luxueuse, mais je dirais pas une vie moderne. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, voilà. Glaucon, il veut ça, il veut la vie moderne. Voilà. Et donc dans cette cité-là, qu'est-ce qu'on fait pour vivre à la fois la vie moderne et ne pas sombrer dans la désagrégation, l'injustice, etc. Il faut un certain nombre de contraintes et de limites. Et la manière que Platon a de faire comprendre la nécessité de ces contraintes, c'est d'imposer un motif trifonctionnel. Et alors, le motif trifonctionnel, comment il se déploie, et ça j'anticipe sur la fin du livre 2 et puis le reste, c'est que les gardiens, donc, seront amenés à circonscrire la force productive de la cité. Donc là, on a 2 groupes de citoyens, ceux qui gardent, qui empêchent la cité d'être envahie par l'extérieur, mais qui aussi ont un peu un rôle de police. Il faut quand même le dire, voilà. Et puis il y a ceux qui produisent, ceux qui étaient dans la première cité de Socrate, si j'ose dire, mais tous ceux qui vont produire les biens, les services dont la cité a besoin. Les ouvriers. Et il y a donc 2 groupes, les gardiens et les producteurs. Et puis à la fin du livre 4, va apparaître en 413-414, va apparaître un nouveau groupe parmi les gardiens. C'est ceux qu'à terme on appellera les philosophes. C'est ceux qui seront amenés à gouverner, mais ça, je n'en dis pas plus. Alors, en tout cas, on aura bien compris. Demain, on va en savoir plus sur ce que sont les gardiens de la République. On parlera notamment de l'éducation. Comment est-ce qu'on dispense une éducation qui permette à cette cité de ne pas trop s'enfiévrer. L'éducation pour ses gardiens, justement. Voilà, c'est ça, l'éducation des gardiens. Et jeudi, on se demandera, et c'était un peu présent dans la manière que vous aviez de présenter cette cité idéale. Ça va vraiment être génial. Si Platon était communiste. Est-ce que ce que Platon décrit ressemble, est-ce que oui, ça ressemble au communisme? Est-ce que c'est justifié ou pas de faire cette comparaison? Ça, c'est le programme du reste de la semaine. Merci infiniment, Dimitri. Merci à vous, c'est un plaisir. D'être venu hier et aujourd'hui, donc lire avec nous les 2 premiers livres de la République de Platon. On mettra en ligne votre bibliographie. Grandiose. Et ça a été un plaisir aussi d'entendre l'enthousiasme de Dimitri Elmur, philosophe à l'ENS Paris. C'est vraiment génial. Voilà, c'est des transmetteurs, des passeurs, des philosophes extraordinaires. C'est vraiment génial. Bon, voilà, on va arrêter là pour cette dernière émission sur la numéro 2 le 2e épisode de Platon, la République. Et sommes-nous tous de bons citoyens? Et donc, hâte, je ne l'ai pas écouté, le numéro 3. Je ne sais pas si je vais l'écouter ce soir, peut-être, probablement. Et sinon, je le découvrirai demain en même temps que vous. Et on le commentera pour en comprendre toute la densité de ces gardiens. Qu'est-ce que c'est que ces gardiens, donc, qui sont là, qui sont chargés? Est-ce qu'ils ressemblent à nos flics actuels? Est-ce qu'ils ressemblent à nos militaires du moment? Est-ce qu'ils sont philosophes déjà? Est-ce qu'ils ont un véritable amour du peuple?
quelle est leur dimension, etc., etc. Il va falloir, là, il va y avoir quelque chose d'intéressant à sortir là-dessus. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Au revoir.